Bonjour à tous. Donc nous avons commencé par donner une définition horizontale de la société. C'est-à-dire nous avons essayé de montrer en quoi la société était un paramètre essentiel pour l'homme et comment elle se structurait entre les individus. Maintenant on va plutôt s'intéresser non pas à une définition horizontale mais plutôt à une définition verticale. C'est-à-dire qu'on va étudier la partie supérieure entre guillemets de la société, c'est-à-dire le pouvoir politique. Donc c'est l'objet de notre deuxième partie, société et organisation politique. Je rappelle le sens grec très important de politeia qu'il faut connaître, qui signifie littéralement l'organisation d'une société par un ensemble de lois civiles dont le but est la cohésion sociale. Le but de la politique en tant que politeia, c'est d'assurer ce qu'on appelle d'ailleurs la paix civile, qui se définit négativement comme l'absence de conflits interindividuels. Alors, assurer, ou du moins assurer la paix civile, ou du moins minimiser plutôt les conflits interindividuels. C'est limiter la casse pour parler comme ça, quoi. Donc la paix civile, voilà, pour assurer la civile. Et donc, le problème inaugural qu'il faut se poser par rapport à cette conception de la politique, c'est que du coup, eh bien, les citoyens vont être dirigés par une personne qui va avoir le pouvoir. Et du coup, la question qui se pose, c'est selon quels critères peut-on assurer qu'une personne a la prétention de nous gouverner? On prend souvent la métaphore pour parler de l'homme politique du berger. Un berger, d'accord, il va diriger des moutons, mais ce sont des moutons. Là, on parle d'un homme qui se dirige lui-même puisqu'il dirige ses semblables, comme s'il était un dieu ou supérieur. Alors du coup, c'est quand même compliqué voilà, quand est-ce qu'on peut faire confiance et qu'est-ce qui va donner plus de légitimité à un homme politique pour assurer le pouvoir et le déterminer. C'est donc la question qui va faire l'objet de notre première sous-partie. Qui est apte à déterminer le pouvoir politique? En effet, pourquoi certains hommes politiques ont plus de légitimité que moi, qu'un prisonnier, qu'un élève de terminale, qu'un élève de 5e même, à déterminer le pouvoir politique? Et voilà, pourquoi ont-ils une légitimité qui va être qualifiée de législative? C'est-à-dire qu'ils vont inventer, ils vont fabriquer les lois, et ils ont droit. On va voir pourquoi. Une légitimité exécutive, c'est-à-dire que ces lois qu'ils ont fabriquées, ils vont pouvoir les appliquer avec autorité. Et ensuite, une légitimité qui est judiciaire, ils vont pouvoir déterminer un ensemble de sanctions au sein de la justice, qui est aussi une notion à part entière d'un programme de philosophie, mais qui fait partie évidemment de la société et de l'État. Donc voilà, on retrouve les trois conceptions, si vous voulez, du gouvernement, et on peut s'assurer que certaines personnes ont cette légitimité-là. Alors pour s'intéresser justement à ces critères qui déterminent, qui définissent, qui délimitent ce qu'est un homme politique, on va s'intéresser à une référence canonique, c'est Aristote, donc Les Politiques, livre 3, chapitre 10, où l'auteur va dresser ce qu'on pourrait appeler une typologie, c'est-à-dire une classification d'un ensemble de régimes politiques qui peuvent intégrer une constitution. Et il va avoir deux critères pour distinguer ces différents régimes. C'est le critère de la finalité, ce qu'on appelle en grec le télos, c'est-à-dire la fin, le but, la finalité, et le critère du nombre, combien de personnes gouvernent. Pour Aristote, c'est ces deux critères qui distinguent les deux. Donc, le critère de la finalité du télos, il va permettre de distinguer, pour Aristote, deux grandes classes de constitution politique. Tout d'abord la constitution droite, ensuite la constitution déviée. Qu'est-ce que la constitution droite? C'est une constitution dont la finalité est positive. C'est-à-dire que cette finalité, c'est le bien commun du peuple, qu'on appelle aussi, dans le vocabulaire de l'époque, c'est très important, le souverain bien. Le souverain bien, c'est le bien collectif qui dépasse le bien individuel de chaque personne. Et donc, si une constitution vise ça, alors elle est droite, c'est-à-dire, littéralement, c'est le même vocabulaire, elle est conforme à la justice ius. Ça, c'est un terme. La constitution déviée, c'est pas une constitution qui est mauvaise intrinsèquement, mais c'est une constitution bonne en fait qui a été détournée, dévoyée.
Donc le critère du télos permet de distinguer les deux. Maintenant, le critère du nombre permet à l'intérieur de ces catégories de distinguer différents types de régimes. Commençons tout d'abord par le pouvoir qui va reposer, donc qui va être dans les mains d'une personne. C'est la royauté. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on pense par exemple à Louis XIV ou à Louis XVI, la royauté, c'est pas forcément positif. C'est vrai. Mais ici, théoriquement, conceptuellement, la royauté, dans ses principes, elle n'est pas forcément mauvaise. On a un roi, qui est le souverain, qui va viser, quand même, c'est une prétention, après ça peut être dévié ou pas, il va viser le bien du peuple, le bien commun, le bien collectif. Voilà, donc même s'il est tout seul, il va viser ce bien-là. Et donc la royauté, c'est positif. Mais ça peut dévier, se détourner en son contraire négatif, que Aristote va appeler la tyrannie. Alors la tyrannie, c'est un homme aussi, mais qui ne va pas gouverner en vue d'assurer le bien collectif du peuple, mais bien plutôt pour servir son intérêt égoïste et particulier. Ainsi, on peut dire que la tyrannie repose sur deux composantes. Tout d'abord, l'exercice de la force, qu'on appelle dans les tyrannies modernes, que sont les dictatures, l'oppression, et aussi sur le désir et le caprice. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Le tyran est déraisonnable. Il ne gouverne pas avec sa raison, mais avec ses passions. Dès qu'il veut quelque chose, eh bien, il va trouver les moyens de l'obtenir. Et pour l'obtenir, il va utiliser le moyen de la force ou de l'oppression. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Ça, la mère de la batte, elle mouftait pas. Et les gamins pareil! Pour illustrer cette conception très négative de la tyrannie, on peut faire référence à un conte assez célèbre, un conte populaire, où eh bien, c'est l'histoire d'un tyran qui est boiteux parce qu'il est tombé à la chasse. Il va ordonner un comportement, il va le dicter par caprice. C'est que tous les sujets du royaume doivent boiter comme lui. Et donc tout le monde le fait parce que sinon on sait que le tyran peut être très dangereux. Et un jour, il y a un étranger assez malin qui arrive comme ça, et il ne boite pas. Alors évidemment, il va croiser le tyran. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a deux versions. Première version du conte, il se fait exécuter comme il se doit dans cette tyrannie. Bon, peut-être plus excitant comme fin. Et deuxième version très intelligente, je trouve, c'est qu'il va dire « Ah mais non, mais en fait, je comprends ce que vous dites, en fait je suis blessé aux deux jambes. Alors comme je boite aux deux jambes, ça ne se remarque pas. » Et donc le tyran va le laisser tranquille parce qu'il va se faire un petit peu manipuler. Donc voilà, bon, c'est une petite histoire comme ça. Donc ensuite, deuxième type de constitution qui va se distinguer par le nombre, ça n'est pas donc un individu, mais un ensemble d'individus. C'est ce que Aristote, et on va bien expliquer ce terme parce que c'est le plus important, appelle l'aristocratie. Qu'est-ce que l'aristocratie? Alors je vais l'expliquer plus précisément juste après. C'est le gouvernement d'un groupe d'hommes dont le but est d'assurer le bien collectif, le souverain bien. Ça n'est pas le sens qu'on a aujourd'hui de aristocrate. Donc c'est positif. Alors j'expliquerai après. Le pendant négatif dévier la maladie, parce qu'il y a toujours cette idée d'un corps sain et un corps malade, qui correspond à l'aristocratie, c'est évidemment l'oligarchie. Qu'est-ce que l'oligarchie? Eh bien, c'est un groupe d'hommes qui dirige pour servir ses propres intérêts. On peut prendre l'exemple de la plutocratie, où des nantis vont considérer que l'État est comme une entreprise qui va permettre leur enrichissement personnel.
Donc voilà, l'oligarchie, en fait, elle est dédiée parce que ça reste un groupe et donc un intérêt particulier. On dirige pas pour le peuple, mais pour soi, pour avoir du pouvoir, pour avoir plus d'argent. Continuons dans les nombres, et maintenant, évidemment, le nombre de la majorité, c'est la démocratie. La démocratie, qui correspond évidemment dans ce contexte à la démocratie antique, donc pas aussi développée que la démocratie moderne, c'est le pouvoir, donc, voilà, démos, kratos, donc le pouvoir du peuple pour le peuple. Alors ce qui est amusant, c'est que là, on pourrait considérer que finalement la démocratie, elle est négative parce que c'est le peuple qui sert son intérêt particulier. Mais comme son intérêt particulier, c'est l'intérêt de la majorité, c'est à la fois le bien commun. Donc du coup, on sort de cette idée d'égoïsme du pouvoir politique. Mais en revanche, il y a une forme négative de la démocratie qui est justement dans le texte, et c'est un passage très flou, ce qu'on appelle la démocratie, ou plutôt la démagogie. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur ce passage qui est assez flou dans le texte. La démagogie, en fait, c'est une forme de démocratie peu développée, qui est très fragile et qui peut être renversée ou influencée par des sophistes. Aristote fait référence en fait au soulèvement populaire et à l'assemblée qui est improvisée. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Mais du coup, ce n'est pas vraiment un peuple, mais bien plutôt une masse qui peut être facilement influencée par des manipulateurs et donc ça peut vite basculer en tyrannie. Voilà, par démocratie, là, en plus que l'application dans le sens positif, voilà, on peut faire référence à la démocratie qu'on appelle la démocratie éclairée, c'est-à-dire qui va reposer sur un ensemble d'instances de représentation, de vote, d'élection. Alors on pourrait considérer, pourquoi pas, c'est une hypothèse d'interprétation, que la démocratie moderne telle qu'elle est pensée par Rousseau et qu'on étudiera après, correspond peut-être à ce que envisageait déjà Aristote, mais on peut en douter, parce que est-ce que la démocratie s'est pleinement achevée aujourd'hui? On a des doutes, puisque finalement on se plaint que les représentants ne nous représentent pas vraiment, ou que le vote ne repose pas sur une réflexion, mais plutôt sur une séduction par l'image. Voilà. Alors, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la bonne constitution, ou plutôt la constitution la plus juste dans toute cette typologie de régime politique? Eh bien, pour Aristote, ça n'est pas la démocratie, ça c'est très important, mais c'est l'aristocratie. Alors, il faut faire une explication sur le sens de ce terme, aristocratie, qui est vraiment le sens en grec ancien antique. Aristocratie, ça veut dire littéralement le pouvoir, cratie, des aristoi, ou l'aristos au singulier. Donc les aristoi, ça désigne littéralement les meilleurs, et les meilleurs, ça veut dire en fait les meilleurs en vertu, pas les meilleurs en argent parce qu'ils sont dans une plutocratie, ou les meilleurs en force, sinon on est dans une oligarchie. Donc les meilleurs en vertu. Tu ne seras pas empereur. Quel homme plus âgé, plus sage prendra ma place? Je vais passer mes pouvoirs à Maximus. L'aristocratie est donc littéralement ce qu'on pourrait appeler une méritocratie de la vertu. Évidemment, la question qui se pose, c'est quelle est la vertu dans le contexte aristotélicien? Eh bien, il s'agit précisément de la vertu morale. Pour Aristote, c'est une distinction qu'il va faire plutôt dans l'éthique à Nicomaque, la vertu morale se distingue de la vertu intellectuelle parce qu'elle est acquise. La vertu intellectuelle, pour Aristote, elle est innée. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on reçoit à naissance. Pour Aristote, évidemment, on peut grandement en douter aujourd'hui, alors que la vertu morale, pour Aristote, ça va être une vertu qui va être acquise progressivement par l'expérience. Et donc, c'est une forme de sagesse. Alors, comment se présente la vertu? Qu'est-ce qu'une action vertueuse? Il faut quand même être concret, je pense. Eh bien, c'est littéralement ce qu'Aristote va appeler l'art de la médiauté, ou plutôt le juste milieu. On retrouve aussi ça dans la philosophie chinoise antique avec Lao Tzu ou Confucius. C'est l'idée que l'homme sage, vertueux, l'aristos, l'homme politique, eh bien, il a cette capacité, parce qu'il a de l'expérience, de réflexion et de choix, et que du coup, il peut faire une décision en essayant de ne pas regretter cette décision et en essayant de faire la meilleure décision possible. Et donc, à chaque fois, la décision vertueuse, elle va se situer entre deux extrêmes de vice.
Donc, le défaut et l'excès. Exemple, le courage, qui est justement, le courage est une vertu. L'homme politique doit faire preuve de courage. Pourquoi on peut dire que le courage est une vertu? Parce que précisément, il va se situer entre deux excès, donc deux extrêmes, le défaut, la témérité, la lâcheté plutôt, et l'excès, la témérité. Donc le défaut qui est la lâcheté, c'est l'absence de courage. C'est un extrême, c'est une mauvaise action, puisqu'on va regretter les conséquences de cette action. Par exemple, si on est dans un champ de bataille et qu'on doit intervenir sur un terrain de crise, si on a peur alors qu'on est le colonel, et qu'on fait rien et qu'on se reste caché, bon, bah, ça va pas, quoi. Mais l'inverse est vrai également, puisque si on est téméraire et qu'on réfléchit pas, eh bien on va foncer comme un âne sur le champ de bataille, et aussitôt on va chuter et on va tomber, quoi. Donc ça sert à rien, parce qu'on a perdu une vie pour rien, quoi. On a un peu gâché ses possibilités d'action. Le courage, c'est j'ai peur, ok, bon, soit, j'ai peur, d'accord, je l'accepte, je le sais. Comment je peux gérer ma peur et l'utiliser comme une force pour mieux être attentif? Comment je peux réfléchir au champ d'action, à ce que je dois faire? Et bien voilà, le courage, c'est ça, c'est j'y vais, j'ai peur, mais j'ai analysé ma peur, je fais attention pour pas qu'il y ait des mauvaises conséquences un peu bêtement, et j'avance. Et voilà, ça c'est la vertu, c'est toujours ce qu'Aristote va appeler une disposition acquise. Il va utiliser cette expression qui est inventée par Aristote, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est donc en pratiquant la vertu qu'on devient vertueux. Alors on ne peut que s'étonner du caractère oxymorique de cette expression disposition acquise. Une disposition, par définition, ça n'est pas acquis, puisque c'est une disposition. On pourrait dire une caractéristique acquise. En fait, non. Parce que la disposition, c'est, si vous voulez, une qualité que j'ai et qui reste en moi, mais que je perds si je ne cultive pas. Par exemple, on peut dire que vous avez la disposition à faire du vélo, puisque si vous n'en faites pas pendant 3 ans, eh bien vous allez savoir faire du vélo. Mais néanmoins, cette disposition, elle peut se perdre au bout de très longtemps si vous arrêtez de faire du vélo. Il va falloir réapprendre. Pareil pour un musicien. Un pianiste, eh bien, il a une disposition à jouer du piano, il a des qualités et un certain talent. Et ça reste en lui même quand il ne joue pas. Mais néanmoins, paradoxalement, il doit cultiver quand même ce talent qui est en lui pour pouvoir le préserver. Donc la vertu est une disposition acquise. L'homme vertueux doit continuer à agir vertueusement pour cultiver cette vertu qui est en lui. Alors du coup, comment se présente la vertu dans la sphère politique? Il faut essayer un petit peu d'être concret. Eh bien, il faut savoir ce qu'est l'exercice de la politique pour Aristote. C'est littéralement ce qu'il va appeler donc une science pratique. Alors, il va distinguer les sciences pratiques des sciences théoriques, comme par exemple les sciences, les maths, la physique, l'astronomie. Donc, c'est les sciences de la théoria, où on va être dans la connaissance pure, le théorétique, la contemplation de la connaissance. La science pratique, c'est une science qui va porter sur l'action humaine à venir, donc ce qu'on appelle aussi la contingence. La contingence, c'est ce qu'on ne peut pas déterminer de manière certaine, l'avenir des hommes. La nécessité, c'est ce qu'on peut déterminer de manière certaine, comme le comportement d'un phénomène physique, puisqu'il y a des lois qui sont implacables. Là, la politique est une science pratique contingente, donc il faut justement beaucoup de discernement. Et c'est là que l'Aristos, qui a la vertu, il va pouvoir agir et prendre les bonnes décisions. Pour rompre la spirale de l'échec. Alors voilà ce que je propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez rien dit, chef. Ah oui, bon, pardon. C'est qu'il va être capable de délibérer. Très important. La délibération. Qu'est-ce que la délibération pour Aristote? C'est la capacité à réfléchir à des moyens par rapport à une finalité, le télos, et à décider de quel est le meilleur moyen, le moyen le plus adéquat pour atteindre cette fin. Donc, finalement, si on essaye de concrètement cerner ce qu'est un homme politique, pour Aristote, on pourrait dire un homme politique, c'est un homme qui est capable de prendre des décisions par rapport à des événements humains, comme décider d'une loi ou d'une décision assez ferme à prendre, mais en réfléchissant sur énormément de paramètres qui vont composer une société, et en se disant, après analyse de tous ces moyens, après délibération,
je peux prendre telle décision et donc déterminer telle loi. L'homme politique est investi justement de cette vertu qui le rend apte à gouverner et donc il est supérieur en quelque sorte aux hommes. Alors pour terminer cela, je vous invite à me communiquer selon vous des décisions qui ont été prises par des grands hommes politiques dans l'histoire de l'humanité qui ont montré que ces hommes avaient fait preuve de vertu, qu'ils étaient donc aptes à bien gouverner. Et est-ce que vous pouvez appliquer également cela au contexte du Covid-19, puisqu'il y a eu justement la contingence d'un virus qu'on ne maîtrisait pas, et donc certaines décisions qui ont été prises. Alors est-ce que par exemple certains peuvent comparer la France et l'Australie? Voilà, ça pourrait être intéressant. Je vous remercie.